Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Téléspectateurs africains et ceux de la diaspora, merci de nous recevoir chez vous. Pendant 1 heure, j'aurai l'occasion de vous donner des informations sur le continent africain et surtout sur le monde afro-mondial. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, par une note triste qui aura secoué un des plus grands pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun. Le Cameroun et sa capitale politique Yaoundé, une localité située dans cette capitale appelée Bankolo, a vécu un moment dramatique. Le drame survenu à Bankolo par les écoulements d'eau et surtout ce qu'on peut appeler risque naturel a endeuillé une bonne partie des habitants de cette localité. Toute l'équipe de CNN France, CNN Paris, CNN Côte d'Ivoire à Abidjan, CNN Cameroun à Yaoundé et à Douala s'unissent par ma voix pour présenter des sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Raoul Sankoué. C'est l'émoi et la consternation dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Selon le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la communication, le glissement de terrain survenu en Bankolo a fait une trentaine de morts, de nombreux blessés et de gros dégâts matériels suite à la grande pluie qui s'est abattue le 8 octobre dans la capitale. Dépêché par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi et Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ont effectué une descente sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts et présenter les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes. Dès que j'ai reçu le communiqué des services météorologiques, j'ai diffusé une note d'information demandant aux autorités d'éviter de construire en bordure du lit de l'eau. Car nous savons que le Cameroun connaît des précipitations terribles ces derniers temps. Je présente toutes mes condoléances aux familles dont les proches sont décédés. Il faut suivre les instructions, il faut respecter la réglementation en matière d'urbanisme parce que notre pays a prévu une multitude de documents relatifs à l'évacuation correcte et planifiée de nos villes. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon petit frère. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma belle-sœur, j'ai perdu mon neveu, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu encore le logo de ma belle-sœur, j'ai perdu aussi ma nièce, les grands-mères, tous les voisins sont partis, les enfants des voisins sont partis, les voisins les plus proches, tout le monde est parti, ma tante et son fils est parti, on ne connaît pas comment faire. On a retrouvé le corps seulement. Le corps de ma fille, je n'ai pas encore retrouvé. Le corps de ma belle-sœur, je n'ai pas retrouvé. Le reste des corps, on a déjà retrouvé. Et aussi ma belle-sœur Gladys, qu'on n'a pas retrouvé son corps. Je réclame 3 corps. Ma belle-sœur Gladys, ma fille, ma belle-sœur qui est enceinte. Elle est partie avec l'enfant. Les rescapés de ce drame ainsi que les populations environnantes ont été sensibilisés sur les risques élevés que présente la construction des habitations dans des zones précaires qui imposent le respect des plans d'urbanisation et de construction prescrits. Sous l'auspice de l'autorité administrative et de la direction de la protection civile du MINAT, continuent les recherches pour faire le point des victimes. C'est triste, des moments ainsi qu'on n'aimerait pas voir dans nos pays dont déjà la souffrance des peuples est énorme. Et de voir encore des risques naturels comme ça se produire, cela appelle à une responsabilité de chacun de nous, de chacun des habitants de chaque pays d'Afrique pour avoir des permis de bâtir validés par l'administration de chaque pays. C'est valable pour tous les pays africains. Nous quittons le Cameroun pour le Gabon. Au pas de course pour combler le gros manque sanitaire laissé par l'ancien régime du président Ali Bongo Ondimba, le président de la transition gabonaise, chef de l'État gabonais,
le général Brice Clotaire Oligui Nguema a remis des kits de dialyse au ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Santé gabonaise. Raoul Sonkwe, KDOC. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a reçu des mains du président de transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, plusieurs kits de dialyse pour des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Avec ce don du président de la transition, bien sensible aux cris de détresse de nombreux malades d'insuffisance rénale, c'est plus de 500 patients atteints de cette maladie du rein qui vont être soulagés. Devant ce geste de générosité, le ministre de la Santé et des Affaires sociales n'a pas manqué de dire au chef de l'État toute sa gratitude. Sentiment de satisfaction parce que c'est une réponse à un cri d'alarme. Nous avons été alertés depuis la semaine dernière par les responsables des centres d'hémodialyse sur la rupture des reins artificiels qui permettent de dialyser les gens. Et la dialyse est quelque chose de vital. Un patient qui n'a pas été dialysé à 2 reprises, c'est quasiment le décès assuré. Donc nous remercions très sincèrement Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour ce don ô combien vital pour nos populations d'environ 580 patients hémodialysés sur l'ensemble du territoire. Avec cette dotation, nous allons pouvoir dormir tranquille, mais nous devons éventuellement nous organiser pour éviter que des ruptures surviennent dans la dispensation de ce soin à ces patients fragiles. Les questions de santé publique préoccupent prioritairement le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est question pour eux de mettre tout en œuvre pour offrir des soins de qualité à tous les citoyens gabonais. 35 minutes de vol entre le Cameroun et le Gabon. Nous quittons le Gabon pour la crête camerounaise, à savoir le Tchad. En République tchadienne, une délégation de la coopération suisse, reçue par le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Raoul Sonkwe. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu une délégation de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Après la descente sur le terrain de la délégation pour constater l'ampleur de cette crise humanitaire, délégation conduite par l'ambassadeur Patricia Danzi est venue à la rencontre du président de la transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur la crise humanitaire née de l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du Tchad et le nouvel appui que l'Agence suisse pour le développement et la coopération compte apporter au gouvernement tchadien pour lui permettre de faire face à cette situation. Cette audience, on a parlé beaucoup de l'appui de la Suisse à long terme, qu'est-ce qui a changé et puis l'appui qu'on va donner au gouvernement de la transition. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir la flexibilité de continuer notre appui pour que ça fasse sens, pour que les populations soient au centre de nos préoccupations, partout où ils sont, au Tchad. Tous les 4 ans, on a un nouveau programme de coopération. Ce nouveau programme de coopération, une partie c'est la transition, dans l'appui à la transition, l'autre c'est la sécurité alimentaire, la sécurité économique des populations à l'est, dans le sud, à l'ouest. Et puis c'est aussi important pour nous d'être inclusifs, donc la question de la participation des femmes, des questions climatiques qui sont plus en plus un impact sur les populations, ça aussi c'est un élément qu'on va prendre en compte dans notre réponse. Avec plus de 150 000 réfugiés sur son sol, le Tchad est sous une pression énorme, selon la directrice générale Patricia Danzi. C'est pourquoi elle a saisi cette opportunité pour lancer un appel aux autres partenaires à soutenir les efforts du Tchad. On a souvent entendu du gouvernement, quand on a voyagé aussi, que le gouvernement a beaucoup de priorités qui ont dû faire une pause, certaines de ces priorités, à cause de la réponse à l'urgence. Aujourd'hui, on parle beaucoup des réfugiés qui sont venus du Soudan. Et là, j'aimerais vraiment passer un message à la population tchadienne. On est toujours très, très ravis et touchés par l'accueil que vous donnez aux gens qui sont encore dans la situation pire
que ceux qui ont aussi très peu de ressources dans les zones qui sont touchées par la sécheresse et par les conflits depuis longtemps. Peu avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'État a exprimé sa gratitude à l'Agence suisse pour le développement et la coopération pour son appui continu et a souligné l'importance d'agir également en faveur des communautés hôtes afin de relever efficacement les défis humanitaires qui se posent au Tchad. Nous quittons comme ça le Tchad pour l'Afrique de l'Ouest avec un des pays d'expression anglaise, à savoir le Libéria. Le Libéria, c'est le pays du très populaire ancien footballeur international George Weah. À l'occasion des présidentielles 2023, lui-même, président sortant, brigue un second mandat. Reportage Charlotte Abdoulaye. De l'enthousiasme, des banderoles des militants en t-shirt malgré la pluie. Tout était réuni pour le meeting final du président sortant, son Excellence George Weah, à Monrovia. Le président libérien est candidat à sa propre succession ce mardi 10 octobre 2023. Il doit défendre un bilan mitigé. Les adversaires parlent de promesses non tenues et de corruption galopante dans le pays. Je vous le dis, ne les écoutez pas. Nous construisons nos institutions, nous réalisons toujours plus de routes. Ne les écoutez pas. Nous vous apportons l'éducation gratuite. La ville de Monrovia est saturée par les affiches du candidat du parti CDC et font de George Weah le favori de cette élection face à 19 autres candidats. Mais il a un challenger sérieux en la personne de Joseph Boakai et ancien vice-président de Ellen Johnson Sirleaf. Il veut sa revanche après sa défaite face à George Weah aux dernières élections présidentielles. À 78 ans, son âge pourrait être un obstacle. Ses adversaires le surnomment Joe l'endormi, Sleeping Joe, mais ses jeunes partisans le surnomment le vieux. Je suis ici pour soutenir mon vieux et je sais que ce vieil homme peut apporter le changement. Il fera mieux pour les Libériens car nous souffrons, nous sommes fatigués. Certains candidats parmi les 19 adversaires du président sortant George Weah se démarquent. Parmi ceux-là, on compte Alexander Cummings, un célèbre homme d'affaires crédité de bonnes compétences en économie. Dans cette petite liste, on retrouve Tiawan Ganglo, avocat et candidat inlassable pour les droits de l'homme, qui lui se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Il est probable que ce scrutin se jouera en 2 tours pour départager les 2 finalistes, vu le nombre de candidats. Une fois n'est pas coutume, mais dans cette émission, constituée Carl Week News, nous parlons de politique africaine, nous informons l'Afrique sur les prouesses de nos chefs d'État, des dirigeants. Nous allons quitter le Libéria avec ses élections présidentielles 2023 pour la Tanzanie. En Tanzanie, nous allons parler du paludisme, cette maladie qui fait de nombreux morts dans nos pays africains. Il est question du 2e vaccin de lutte contre le paludisme validé par l'Organisation mondiale de la santé. Reportage Charlotte Abdoulaye. Un peu plus de 2 tiers des décès liés au paludisme concernent les enfants âgés de moins de 5 ans vivant sur le continent africain. Dans la ville de Bagamoyo, en Tanzanie et dans beaucoup d'autres villes d'Afrique, cette mère d'enfants endurait cette statistique comme on croit à une malédiction jusqu'à ce que la Tanzanie entre le programme d'essai clinique du nouveau vaccin contre le paludisme. J'ai perdu mon neveu. Il n'avait que 4 ans lorsqu'il est mort du paludisme. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y avait un essai de vaccin et j'ai dit que je voulais y participer parce que cela nous aiderait. 4800 enfants entre 5 mois et 3 ans en Tanzanie, Mali, Kenya et Burkina Faso ont participé au succès des essais qui ont permis l'homologation du nouveau vaccin contre le paludisme nommé R21 Matrix M, un vaccin développé par l'université d'Oxford en trithérapie, ou encore 3 molécules qui permettent d'éradiquer progressivement ces parasites complexes qui provoquent le paludisme. 1 an après les 3 doses, l'efficacité est encore de 75%, c'est-à-dire bien au-dessus des objectifs concernant l'efficacité sur la durée. C'est vraiment très encourageant. L'Organisation mondiale de la santé avait approuvé il y a 2 ans un premier vaccin développé par un poids lourd du secteur, mais seuls 18 millions de doses ont été fabriquées pour la période 2023-2025. Plus facile à produire et moitié moins cher, le R21 Matrix M, vaccin développé par l'université d'Oxford, qui, en partenariat avec le plus grand fabricant de vaccins au monde, qui n'est nul autre que le Serum Institute of India, qui a déjà assuré qu'il pouvait produire 100 millions de doses par an.
Nous quittons la Tanzanie pour le Sénégal. Et au Sénégal, le pays du président Macky Sall, s'est tenu le prix Galien africain 2023. À cette occasion, 3 lauréats ont été récompensés pour leur mérite. Reportage Charlotte Abdoulaye. La 3e édition du prix Galien Afrique 2023, un événement prestigieux célébrant l'excellence et l'innovation dans le domaine de la santé en Afrique, s'est déroulé à Dakar au Sénégal sous la présidence de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. La cérémonie a réuni des personnalités éminentes du monde de la santé et de la recherche. Ce Galien Afrique vise à reconnaître et à récompenser les chercheurs, les institutions et les industries pharmaceutiques, qu'elles soient publiques ou privées, ayant développé des initiatives, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, des dispositifs médicaux et des solutions numériques novateurs pour le marché africain. Un prix spécial a été décerné à une personnalité scientifique de renom, le professeur Jean-Jacques Muyembe de la République démocratique du Congo, co-découvreur du virus Ebola, a reçu son prix des mains de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, avec lui 3 autres lauréats du prix Galien Afrique 2023. Il s'agit du professeur Sylvain Ouedraogo du Burkina Faso pour son phytomédicament FACA, meilleur produit de tradithérapie, du professeur Adrian Vivian Sinton Hill du Royaume-Uni pour le R21 Malaria Vaccine et Matrix M Adjuvant, meilleur produit biotechnologique, et de Madame Sona Shah du Kenya pour le NeoGuard Vital Signs Monitor, meilleure technologie médicale ou solution digitale. Le produit que nous présentons est un médicament à base de plantes qui est présenté sous forme de gélule et qui est utilisé en fait pour la prise en charge des crises drépanocytaires chez les malades. Le prix Galien, décerné depuis 50 ans au niveau mondial, se positionne comme l'équivalent du prix Nobel en matière d'innovation pharmaceutique et il est à sa 3e édition en Afrique. Il s'agit de pouvoir trouver des lauréats pour le meilleur prix de la pharmacopée, donc la tradithérapie, le meilleur prix pour la pharmacie, le meilleur prix innovant pour tout ce qui est innovation, technologie, science. Intervenant pour la circonstance, le chef de l'État sénégalais s'est dit satisfait du sérieux avec lequel il s'est présenté à l'organisation de ce prix. Nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins. Pourquoi je félicite l'inventeur du vaccin contre le paludisme. Chaque lauréat reçoit une bourse de 20 millions de francs CFA, soit environ 30 000 $ US, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à l'avancement de la santé en Afrique. Le prix Galien Afrique continue de jouer un rôle crucial en mettant en lumière les innovations qui façonnent l'avenir de la médecine sur le continent. L'Afrique qui vit aujourd'hui des mouvements et surtout une nouvelle génération qui accélère, qui veut aller très vite et qui veut rattraper le temps et surtout offrir du bonheur à son peuple. C'est l'occasion de parler de la visite officielle au Tchad, le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a accueilli en visite officielle le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est rendu à cette occasion en N'Djamena, visite officielle. Quand on sait que dans nos précédentes émissions, on vous parlait de la grande délégation gabonaise qui s'y était rendue, ainsi qu'une délégation tchadienne pour un retour de bons procédés qui s'était rendue au Gabon, c'est au tour du général, président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, de se rendre en visite officielle au Tchad. Reportage Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de travail de quelques heures à N'Djamena dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'échange avec ses homologues de la zone CEMAC. Tournée qu'il a conduit successivement en Guinée équatoriale, au Congo et en République centrafricaine. Le Tchad constitue ainsi la 4e étape. Le président gabonais a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale, son Excellence Mahamat Saleh Anadif, représentant le président de transition du Tchad, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Il avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, des collaborateurs du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena.
Après l'aéroport, la délégation du président gabonais a été reçue sur le parvis du palais Toumaï avec tous les honneurs par son homologue général Mahamat Idriss Déby Itno. Échange de chaudes poignées de main, exécution des hymnes des deux pays et passage en revue des détachements de l'armée nationale tchadienne qui leur rendent les honneurs ont marqué l'accueil au palais Toumaï. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son hôte ont ensuite eu un tête-à-tête de près de 2 heures, suivi de leur rencontre élargie aux délégations tchadiennes et gabonaises. La situation politique au Gabon, la coopération bilatérale à la lumière du dernier protocole d'accord, signé le 30 juin 2023 à Libreville, pour renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération entre les deux pays, mais aussi des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité dans la sous-région et sur le continent, ont été longuement discutées par les deux hommes d'État. Au terme des échanges et peu avant de prendre congé de son hôte, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a bien voulu livrer ses impressions. Il a exprimé ses sincères remerciements au chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno pour l'accueil qui lui a été réservé dans la cité capitale tchadienne et vanté la coopération bilatérale. Il a exprimé ses sincères remerciements au président de transition du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour l'accueil à la fois mémorable et exceptionnel qui lui a été réservé à N'Djamena. Comme à son arrivée au palais Toumaï, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a tenu à raccompagner son hôte au perron du palais Toumaï. Et c'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, ambassadeur Mahamat Saleh Al-Adif, qui l'a raccompagné à l'aéroport international Hassan Jamous en début de soirée. Entre joie et expérience, les Gabonais vivant au Tchad ont exprimé leur satisfaction par rapport à ce déplacement qui témoigne de la vitalité de la diplomatie gabonaise en précisant leurs attentes. La prise de pouvoir par les militaires nous a évité naturellement des troubles, parce que nous savons qu'au terme du processus électoral qu'il y a eu, cela tendait vers des contestations populaires. Et cette prise de pouvoir qui s'est faite, ça il faut le relever, sans effusion de sang. J'aimerais que la transition puisse s'appuyer sur la main-d'œuvre qui existe au Gabon, qui est bien existante mais qui n'est pas mise en avant, qu'elle s'appuie dessus, sur aussi les étudiants qui sont nouvellement diplômés et qui sont en quête de travail mais qui ne trouvent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver le travail adéquat. Donc ce serait vraiment bien que la transition puisse s'appuyer sur ces deux points-là pour faciliter la jeunesse gabonaise à évoluer. Le Tchad et le Gabon, deux pays frères et amis, appartiennent à deux entités sous-régionales majeures. Il s'agit de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le Tchad et le Gabon vivent en ce moment tous les deux une période de transition. Après cette visite officielle du président de la transition gabonaise en République tchadienne, nous traversons simplement Kousséri, nous traversons le Logone-Chari pour arriver au Cameroun. Et dans ce pays du président Paul Biya, nous allons parler du droit de préemption, désormais appliqué par la communauté urbaine de la capitale économique Douala, au Cameroun. Ceci pour être avantagés dans leur vision de développement de la ville de Douala. À savoir que quand un privé voudra vendre ses terres, la priorité sera réservée à la communauté urbaine de la ville de Douala parce qu'elle a des visions de développement de cette capitale économique. Reportage Raoul Sankoué. La communauté urbaine de Douala a organisé ce 5 octobre 2023 un atelier pour sensibiliser le grand public sur l'exercice de son droit de préemption conformément à l'article 86 de la loi numéro 2004/003 du 21 avril 2004 portant code de l'urbanisme et à l'arrêté conjoint numéro 415A/CUDK-mairie 2022 portant exercice du droit de préemption de la communauté urbaine de Douala. Selon le dit article, le droit de préemption est un droit qui permet à la puissance publique de se porter acquéreur propriétaire d'un bien immobilier qu'un propriétaire désire vendre et s'applique dans les zones où la puissance publique souhaite s'assurer de la maîtrise du sol, veut connaître l'évolution des prix fonciers ou acquérir certains immeubles bâtis ou non bâtis sans toutefois avoir recours à la procédure d'expropriation.
Durant cet atelier, le super-maire Roger Bassadiné a échangé avec les notaires, agents immobiliers, petits et grands propriétaires concernés par cette problématique sur le bien fondé de cette décision. La ville va désormais se porter acquéreur en priorité d'un certain nombre de parcelles sur le territoire urbain. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que pour faire des routes, pour construire des écoles, pour faire des hôpitaux et pour faire les équipements publics, nous avons besoin d'espace. Il se trouve malheureusement que la ville n'est pas d'espace. Tout à l'heure, dans mon exposé introductif, je vous ai dit que la ville a acquis, bien avant que je n'arrive comme maire, des équipements pour faire une usine pondeuse à pavés. À ce jour, nous n'avons pas pu trouver d'équipement, nous n'avons pas pu trouver d'espace pour installer cette usine. Parce que la ville n'a pas de terrain. Et donc, avec l'appui de M. le préfet, nous voulons engager les procédures pour que nous puissions acquérir les espaces mis en vente par les propriétaires. Ceux qui veulent se débarrasser, qui veulent vendre leur terrain, devront s'adresser en priorité à la ville, notamment dans les zones qui ont été définies comme zones prioritaires. Ces zones-là, je vous fais grâce, mais elles existent, vous pourrez regarder sur les cartes. C'est dans ces zones que nous allons exercer le droit de préemption et il s'exercera en priorité sur toutes les assiettes foncières de plus de 2000 mètres carrés. Une décision de la communauté urbaine qui viendra pallier au déficit de terre ou d'espace dont ne dispose pas la mairie pour réaliser des opérations d'aménagement urbain d'intérêt général, construire des équipements collectifs et des logements sociaux. Sur le plan pratique, nous allons vers les propriétaires fonciers avec qui nous négocions pour l'acquisition foncière. Parce qu'il y a des lacunes, hein, comme vous le constatez tous, depuis plus de 60 ans que la mairie existe, la mairie de Douala. Et depuis 1987, où la communauté urbaine de Douala existe, il y a eu très peu de constitution de réserves foncières au niveau de Douala. Donc aujourd'hui, tout est à faire. Je peux même vous affirmer qu'en termes de superficie disponible, la communauté urbaine a 0 mètre carré disponible. Donc le travail à faire, il est titanesque, il est énorme, mais il faut bien commencer quelque part. Depuis 2 ans, nous avons essayé, nous nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés. C'est d'ailleurs le pourquoi de cet atelier, parce qu'il fallait revenir aux fondamentaux. À partir du moment où un droit de préemption existe, il faut donc que la communauté urbaine commence à l'exercer pour, je crois, gonfler ses possessions foncières. Ce droit permet à la communauté urbaine de Douala de se porter acquéreur des biens fonciers et immobiliers situés sur son territoire avant tout autre acquéreur privé. Le processus d'acquisition est prévu sur une période de 2 mois. Et en cas de rénonciation de la communauté urbaine de Douala, le propriétaire peut vendre son bien à l'acheteur de son choix. Il faut également ajouter que cette mesure du droit de préemption exercé par la communauté urbaine de Douala ne s'applique qu'aux terrains privés et que d'autres procédures sont prévues pour les terrains appartenant à l'État. Jamais l'un sans l'autre. Quand on parle du Cameroun, mastodonte en Afrique centrale, on parle aussi de la Côte d'Ivoire, qui est ce pays véritablement central et qui tient, pays racine de l'Afrique de l'Ouest. Et là, nous allons parler de sécurité. La sécurité, surtout dans ce monde qui bouge, et quand on voit la grande invasion palestinienne en Israël, on est en marge de se poser des questions et surtout de valoriser tout ce qui se fait comme sécurité en Côte d'Ivoire, avec la vision de son premier responsable, à savoir le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Notre équipe de rédaction de CNN a décidé de faire un flashback
sur la première session de réflexion stratégique dans la ville de Bassam. Une manière de penser à la sécurité des générations futures en consolidant la sécurité actuelle des Ivoiriens. Une préoccupation permanente, comme je le disais tantôt ici même en Côte d'Ivoire, du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui ne rate aucune occasion pour valoriser et surtout prendre le pôle de la sécurité en Côte d'Ivoire pour le bonheur de ses compatriotes. Reportage Raoul Sonkoué. Dans un nouveau contexte mondial de sécurité, il devient important pour l'armée ivoirienne d'intégrer la gouvernance publique dans les questions sécuritaires. C'est dans cette optique qu'a été créé en 2018 l'Institut d'études stratégiques et de défense. La première session de réflexion stratégique au niveau national s'est tenue à Grand Bassam. Aujourd'hui, le monde est dans un affolement stratégique tel qu'il est vital de se poser certaines questions. La stratégie, la géopolitique, la géostratégie, l'intelligence économique, pour ne citer que cela, sont des matières qui gouvernent les visions politiques de tout État qui pense à la survie des générations futures. Il est important que la Côte d'Ivoire approfondisse sa réflexion stratégique. L'ouverture des travaux de cette première session de 48 heures présidée par le général de brigade Diarasouba Bakari au nom du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. L'ISD a été créé et jusque-là, 6 sessions ont été organisées, mais elles ont été des sessions internationales qui ont vu la participation de plusieurs pays. Donc cette session est la première session nationale de notre institut. Elle vise principalement à présenter l'organisation et le fonctionnement de notre outil de défense au haut cadre de nos institutions. Ils sont 28 auditeurs au total sélectionnés pour cette première session au niveau national, venant de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique, de la CESEC, des ministères, de la société civile et des acteurs publics et privés. Les attentes des Ivoiriens en général et de la communauté des investisseurs, c'est la sécurité nationale. Personne n'ignore ce que représente la défense pour chaque nation. Nous venons donc répondre présent et apporter notre contribution parce que derrière, nous attendons encore d'autres lois qui vont venir renforcer les activités de cette institution. Nous en recevrons, mais nous ferons aussi des contributions pour que la paix que nous avons en main aujourd'hui puisse perdurer le plus longtemps possible. C'est l'essence même de notre présence ici aujourd'hui. Adossé sur le thème ministère d'État, ministère de la Défense, connaître cet outil au service de la nation. Une thématique qui sera développée par 8 experts nationaux et internationaux. Pour rappel, depuis le 27 juillet 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système de défense qui fait aujourd'hui la référence dans la sous-région. Voilà qui est fait pour rassurer toutes les populations ivoiriennes, rassurer tous les Ivoiriens sur le phénomène sécuritaire en Côte d'Ivoire. Nous repartons au Gabon. En présence du ministre de la Justice gabonaise, M. Paul-Marie Ngondjou, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a remis au Premier ministre gabonais 384 véhicules saisis, flambant neufs, qui appartenaient à la Young Team, qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, et une somme de 7 milliards de francs CFA pour accélérer le développement de ce pays, le Gabon. Reportage Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye. Conservés dans un compte séquestre, tel que l'avaient indiqué le président et le premier ministre de la transition, les biens mal acquis saisis pendant et après le coup de force du 30 août dernier, notamment 344 véhicules, dont 2 ambulances et plus de 7 milliards de francs CFA, ont été rétrocédés au chef du gouvernement. Ils devront être redistribués aux administrations publiques afin de combler les besoins et améliorer les conditions de travail et par ricochet du service public. Le président de la transition remettant les clés des véhicules au premier ministre de la transition, M. Raymond Dong Sima.
1 mois et 1 semaine après le coup d'État ayant renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba, le président de la transition du Gabon, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a rétrocédé au chef du gouvernement de la transition 344 voitures et 7,2 milliards de francs CFA saisis pendant et après les opérations concomitantes au putsch du 30 août dernier. Le président de la transition du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a réitéré son exigence de voir si bien profiter au peuple gabonais. Pour les jeunes gabonais, pour l'administration gabonaise, pour les écoles gabonaises, pour les universités gabonaises, essayez de voir avec ce montant ce que vous pouvez arranger pour le bien-être des Gabonais rapidement, surtout en cette saison. Entre autres, je vous remets également ici des véhicules saisis. Ils sont au nombre de 344 véhicules qui ont été saisis par les forces de défense et de sécurité et que nous souhaitons que ces véhicules participent ou soient redistribués à l'administration gabonaise qui en a tant besoin. Ce butin est le patrimoine de l'État acquis frauduleusement par certains membres du régime déchu. Le Premier ministre de la Transition, M. Raymond Dongsima, aura la lourde charge de matérialiser cette volonté. Je vais m'asseoir avec les différents ministères sectoriels pour voir quel est le meilleur usage qu'on peut faire et des voitures et de l'argent qui a été saisi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir un juste retour vers la population tout entière. La cérémonie de restitution s'est déroulée sous la supervision du procureur général et du ministre de la Justice. À ce jour, plusieurs saisies bancaires et d'autres biens font encore l'objet d'enquêtes. La cagnotte, s'il est bien saisi, pourrait donc augmenter. Nous restons toujours au Gabon pour parler de la confrontation entre un certain Bla et Madame Ali Bongo Ondimba, qui a décliné à la surprise générale son identité, qui est Sylvie Valentin, et non Sylvia Bongo Ondimba. Quel reniement de son identité mondialement connue de Sylvia. Devenue au tribunal de première instance de Libreville, Sylvie Valentin. Reportage Teddy Ossé, Raoul Sankoué. Hier, tard dans la nuit, Sylvia Bongo Valentin, l'épouse du président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Gros Bosquet après une confrontation avec Brice Lacruche Alianga, ancien directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba, lui-même incarcéré depuis décembre 2019. Sylvia Bongo, qui faisait l'objet d'une simple mesure de garde en résidence surveillée, a été confrontée hier à Brice Lacruche Alianga, bien connu pour être dépositaire de moult secrets lourds et incriminants pour le clan Bongo. La procédure judiciaire a débuté vers 13h pour s'achever à 1h42 jeudi matin. Cette confrontation entre l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba et l'ancien directeur du cabinet du président déchu, Brice Lacruche Alianga, a été organisée par le tribunal spécial de Libreville le mercredi 11 octobre 2023. Les preuves innombrables et incontestables autant que les révélations patentes faites par Brice Lacruche ont confondu l'ex-première dame malgré le déni derrière lequel elle s'est réfugiée. Le juge d'instruction l'a immédiatement placé sous mandat de dépôt et déféré à la prison centrale de Libreville où séjourne déjà son fils Noureddine et toute sa bande de Yongtim. On constate un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Par exemple, même le déni du prénom. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo. Aujourd'hui, on sait qu'elle s'appelle Sylvie. Quelqu'un ne s'est jamais appelé Sylvia. Vous voyez. Déjà sur ce point-là seulement, c'est la preuve que
elle ne joue pas le jeu de la justice. À titre de rappel, l'ancienne première dame Sylvia Mbongo Ondimba a comparu devant un juge d'instruction au tribunal de première instance de Libreville. Celle que les Gabonais et le monde entier connaissent sous le prénom de Sylvia a dit devant les juges se prénommer Sylvie. Fait surprenant pour les avocats de la défense. Sylvie Mbongo Ondimba, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, se trouvait dans ce tribunal de première instance de Libreville dans le cadre des poursuites enclenchées contre elle pour les faits de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. La main de la justice n'a pas tremblé et désormais c'est notre essor vers la félicité, ont clamé avec une rare ferveur les populations de la capitale gabonaise. Nous allons quitter le Gabon pour parler de ce qui va réunir toute l'Afrique dans quelques mois, à savoir la CAN. Et quand on parle de CAN, on parle surtout du tirage au sort. Désormais, toute la planète sait très bien que la fête n'aurait pas été belle s'il n'y avait pas la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et le Cameroun. Deux pays où les téléspectateurs, je dirais les supporters de ce football, les amoureux de foot camerounais et ivoiriens sont spécialisés dans l'attachement. Pour ceux qui nous regardent dans d'autres pays, surtout la diaspora, qu'elle soit du Canada, des États-Unis, de France, retenez que l'attachement, c'est une manière de se chambrer un tout petit peu mutuellement. La fête du football se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire et elle sera belle, elle sera gigantesque. Les poules sont désormais connues. Les équipes sont désormais connues. Elles savent dans quelle poule elles joueront et elles savent aussi qui seront leurs adversaires. Reportage Raoul Sonkwe. La Côte d'Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. Et à 3 mois du début de la compétition, la Confédération africaine de football a d'ailleurs organisé une cérémonie à Abidjan pour le tirage au sort de la phase de groupe. Une cérémonie riche en couleurs et en spectacles, organisée dans le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan, en présence de plusieurs autorités politiques ivoiriennes, des présidents de la FIFA et de la CAF. Mais aussi et surtout en présence de plusieurs grands noms du football africain, tels que l'ancienne gloire ivoirien Didier Drogba, les champions d'Afrique 2013 et 2019, John Obi Mikel et Sadio Mané, ainsi que le Parisien et l'international marocain Achraf Hakimi, Jérémy Soren Djitab du Cameroun et bien d'autres. La Côte d'Ivoire, par la voix du président du COCAN, s'est dit prête à offrir l'une des plus belles CAN aux amoureux du football. Le comité d'organisation de la CAN 2023 souhaite à l'ensemble des délégations et des invités le traditionnel aquaba et la cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans ce cadre futuriste du parc des expositions d'Abidjan, un joyau architectural, l'un des témoignages du rayonnement de la Côte d'Ivoire sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Dans cette canne de l'hospitalité, qui n'est pas seulement l'accueil de l'autre, mais le respect de l'autre dans sa différence et sa diversité, nous faisons le défi qu'aucun match ne se joue devant des tribunes vides. À chacune des nations qualifiées, je souhaite que les boules du tirage au sort leur affectent les adversaires qu'ils souhaitent et qu'elles leur évitent ceux qu'ils redoutent. Je vous remercie. Après la décision de la Confédération africaine de football de repasser la compétition durant l'été des années impaires, il s'agira là de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations organisée en plein hiver après le Cameroun. Pour cette 34e édition, la Côte d'Ivoire, avec 5 villes et 6 stades, accueillera donc la plus grande compétition du berceau de l'humanité. Il s'agira également de la 3e édition avec 24 équipes en lice. Les 6 poules de cette grande messe du football africain qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 au pays d'Alassane Ouattara sont désormais connues. Dans le groupe A, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui espère soulever le Saint Graal devant son public pour la 3e fois de son histoire et la première depuis 2015, devra se surpasser. Opposés à la Guinée équatoriale et à la Guinée-Bissau, les Ivoiriens croiseront également le fer avec le Nigeria, porté par une armada offensive de haut vol. Pour un choc d'or est déjà attendu. Ils joueront au stade Alassane Ouattara. De son côté, le Sénégal, tenant du titre de la compétition, retrouvera le Cameroun, vainqueur de la compétition à 5 reprises. La Guinée et la Gambie dans le groupe C, au stade de Yamoussoukro. Dans la poule D, les Fennecs seront les grands favoris face au Burkina Faso.
la Mauritanie et l'Angola au stade de Bouaké. Demi-finaliste du mondial qatari, le Maroc devra de son côté se défaire de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie dans le groupe F au stade San Pedro. Pour le reste, l'Égypte, 7 fois champion de cette compétition, affrontera le Ghana, le Cap-Vert et la Mozambique dans le groupe B, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Enfin, la Tunisie sera, elle, opposée au Mali, guidée par sa nouvelle génération, à l'Afrique du Sud et à la Namibie dans le groupe E, au stade de Korogo. Qui sera le vainqueur de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Le rendez-vous est pris du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. Maintenant que tout le monde sait à qui il aura affaire, tous les footballeurs, toutes les équipes, il ne reste plus qu'à prendre d'assaut la Côte d'Ivoire qui sera grandement ouverte. À quoi bas tous? Un pays qui sait recevoir, un pays qui sait accueillir, le pays dont le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, en avait fait un sacerdoce. Recevoir. Aqaba, c'est l'intitulé quand on arrive en Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara poursuit dans cette lignée, dans cette logique de toujours recevoir, avec tout ce que cela comporte, tout ce qui foule le pied dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous quittons le sport pour vous présenter notre grand format. Maintenant que toutes les équipes africaines savent à qui elles ont affaire, on aura parlé football, tout le monde aime bien le football, mais on préfère encore mieux l'instruction et la formation de nos jeunes, de nos enfants, pour que l'Afrique soit désormais très responsable. Et pour cela, cela passe par l'école, cela passe par la formation, par l'éducation. Et rien de plus normal que l'Université internationale de Libreville, qui, pour l'année académique 2023-2024, ouvre les portes le 23 octobre 2023. À cette occasion, nous avons décidé, dans ce grand format, d'accorder une part belle à cette université en allant à la rencontre du recteur de l'Université internationale de Libreville, M. Jacques-François Mavungu, qui est professeur et qui a aujourd'hui un souci premier, c'est de faire de son établissement, de son université, 100% de réussite. Nous allons à Essassa, proche banlieue de Libreville, à la rencontre du recteur de l'Université internationale de Libreville, et c'est l'objet du grand format. Impossible de parler de l'Université internationale de Libreville à Essassa. Il faudrait déjà, vous qui nous regardez un peu partout, sur les 54 pays que compte l'Afrique, même au Soudan, hein, pas de problème, sachez que nous sommes à Essassa, une vingtaine de kilomètres. Je n'arrêterai pas de le répéter parce qu'il faut bien que ça vous rentre là-dedans, à une quinzaine de minutes à peu près de Libreville. Et il fallait aussi qu'on rencontre et qu'on fasse parler et entendre le maître des lieux. Le maître des lieux, c'est le recteur de cette université, qui n'est autre que M. Jacques-François Mavungu. Très jeune, brillant, il en a dans la tête. Hein. Et surtout, ce qui nous a fait plaisir, vous le regardez déjà d'abord là dans son bureau, parce que c'est important de le voir dans son bureau, mais il a dit, je ne veux pas vous recevoir ici. Je trône sur une université qui est pratiquement installée sur 80 hectares. Comme vous regardez, 80 hectares. Il est important qu'on aille écouter un peu les oiseaux, qu'on aille se mettre un tout petit peu autour des plantes, et c'est le lieu qu'il a choisi pour nous recevoir. On se retrouve juste après la réclame avec le recteur de l'Université internationale de Libreville à Essassa. Alors merci professeur, parce qu'il faut le dire, professeur Jacques-François Mavungu. Alors vous êtes dans cette université, vraiment on a été bluffés. Nous en arrivant, déjà on a été accueillis, on voit tous ces drapeaux à l'entrée, ce qui signifie que vraiment c'est une université qui prône l'africanisme et ça nous fait énormément plaisir. Là on aperçoit même des chevaux, ça veut dire qu'on peut s'évader pour aller regarder les chevaux avec un bouquin. Alors parlez-nous de tout ce qui concerne l'écoute, l'inscription dans cette université. Merci bien Monsieur Constieka, je pense que c'est d'abord à moi de vous remercier, vous qui avez fait le déplacement pour venir visiter ce bijou que nous avons au cœur du grand Libreville, par rapport à la nature, mais par rapport aussi aux interactions entre humains.
Et vraiment, je vous dis merci parce que cette université est construite pour servir pas la nation, mais les nations. Hein, d'où son nom, Université internationale de Libreville. Et donc, nous devons partager ce que nous savons faire ici. Nous devons faire connaître cette université-là pour que chaque Africain puisse envoyer son enfant ici pour venir apprendre, pour venir acquérir des compétences, des savoirs nécessaires pour pouvoir s'insérer de façon harmonieuse sur le marché de l'emploi. Pas seulement au Gabon, mais en Côte d'Ivoire, au Sénégal et un peu partout pour pouvoir pousser le développement de nos pays. Faire développer cette université, partager la vision de cette université-là ne peut pas s'arrêter dans nos frontières du Gabon. Et ce que nous voulons faire ici, là, nous voulons s'arrimer aux standards qui sont au niveau international. De ce fait, nous travaillons beaucoup avec les collègues qui sont à l'extérieur, d'où le partenariat est au cœur même de notre stratégie de développement. Nous développons le partenariat avec les universités nord-américaines, notamment l'université de Montréal, que nous développons. Nous faisons actuellement une formation sur l'exécutif MBA, qui est une formation donnée, donc notamment c'est basé au niveau du campus 2. Et nous travaillons dessus pour donner la chance aux cadres de la nation ou de la région l'occasion de renforcer leur capacité managériale, leur capacité en leadership pour booster les performances des entreprises et même des bénéficiaires de ces formations. Nous développons aussi des collaborations avec diverses universités au niveau national et au niveau international. On a au niveau africain d'abord l'université Cheikh Anta Diop, avec laquelle nous développons des formations doctorales. Dakar, qui est l'université mère aussi en Afrique francophone. Nous avons des collaborations étroites avec l'université de Lomé, notamment dans le domaine du droit, et bien d'autres universités. On a eu l'occasion de les voir tous ici pendant la cérémonie de l'élévation de Madame le Président au grade de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Ils étaient tous venus et puis bon, voilà. Les inscriptions se font, nous avons un site web qui fonctionne merveilleusement. Donc les étudiants qui sont à l'extérieur du Gabon, qui veulent s'inscrire, peuvent faire toutes les démarches administratives au niveau de la plateforme et ils auront tous les éléments nécessaires pour faire leurs démarches administratives pour venir au Gabon. Alors, à quoi un jeune bachelier, par exemple non gabonais, doit-il s'attendre comme innovation? Par exemple, un parent qui est au Bénin, au Togo, il aimerait se dire quelle est la différence entre cette université dont on parle tant, l'Université internationale de Libreville, et les autres universités des pays d'Afrique. Déjà, je tiens à rappeler aux parents que la première différence, c'est qu'une intellectuelle aguerrie, a décidé, elle, au lieu d'investir dans ce que vous savez, des maisons, des commerces, elle a décidé d'investir dans l'intelligence, un legs aux générations. Alors les parents aimeraient savoir quelles sont les différences, quelle est la différence entre l'université dont vous êtes le recteur et certaines universités d'Afrique? Oui, il faut saluer la vision de Madame la Présidente de cette université-là, qui a voulu que ce campus-là soit un campus intégré. Là-dedans, vous remarquerez que non seulement il y a des salles de classe, il y a des auditoriums, des bureaux administratifs, il y a des résidences universitaires où les étudiants peuvent se loger, il y a un complexe sportif. On est on dira autour de 50 salles de classe, d'une capacité de 37 étudiants. Nous avons des auditoriums qui ont une capacité d'environ 1000 étudiants. Il faut dire que globalement, nous avons une capacité d'accueil ici de 5000 étudiants. Et ça encore, si nous sommes vraiment coincés, on peut utiliser aussi la plateforme qu'on a derrière, donc le lycée international Berthéjean, qui peut mettre à notre disposition aussi des salles de classe. Nous n'avons pas de problème particulier à ce niveau. C'est vrai qu'on a remarqué des très beaux amphithéâtres et des capacités énormes, des salles de classe fabuleuses.
On a même surpris des élèves hier, très gentils, ils ne s'occupaient pas de nous, on les a filmés avec un professeur. Vraiment, les salles ne sont pas bondées, elles sont vraiment clairsemées pour donner la chance aux élèves de bien étudier. Les différentes filières qu'offre l'Université internationale de Libreville. L'école polytechnique de Libreville, de la faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Alors dites-nous, est-ce qu'un jeune étudiant béninois, togolais, mozambicain, qui viendra étudier ici, repartira avec un diplôme reconnu dans le monde? La reconnaissance de nos diplômes par la plus grosse instance en la matière, donc le CAMES, nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Donc ça veut dire que le diplôme qui a été obtenu ici à Libreville, à Essassa, est de plein droit valable à Brazzaville, à Kinshasa, à Abidjan, à Dakar, ainsi de suite. Donc dans 19 pays. Donc l'étudiant qui revient de Madagascar ne peut pas avoir peur de venir étudier ici puisque son diplôme qu'il aura obtenu sera reconnu de plein droit dans son pays. Il est important aussi pour nous, parce que c'est vrai, je me permets encore de présenter comme ça aux téléspectateurs cet univers, un univers paradisiaque pour moi, parce que réussir à venir loger comme ça l'université dans cet univers, comme vous découvrez, pratiquement, on se dirait en pleine forêt. C'est vraiment une idée géniale, une idée qui m'amène à vous poser la question sur le développement durable, l'environnement et la recherche qui font partie aussi de vos différents pôles d'activité. C'est bien cela, non? Libreville, c'est une vieille ville maintenant, on peut dire. Il n'y a plus trop d'espace pour bâtir une telle infrastructure, en fait, puisque l'université, c'est pas un bâtiment où on vient faire les cours. L'université, comme vous voyez bien, il y a le jardin. Voilà pourquoi je vous ai invité. Oui. Venez profiter de ce jardin. Il y a le jardin, il y a des résidences, il y a des salles de sport, il y a le restaurant universitaire à côté que vous voyez. Il y a la plateforme de sport, en fait. Les étudiants doivent étudier, mais aussi dégager toute l'énergie négative qui est en eux en faisant du sport. Et je pense qu'à Libreville, on ne peut pas avoir cette superficie-là. Donc il fallait s'excentrer un tout petit peu pour bénéficier du calme qu'il y a à la périphérie, pour que les étudiants puissent vraiment être concentrés dans le travail. Vous voyez bien que tout autour, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas quelques facteurs de déperdition des étudiants. Les étudiants viennent ici, ils sont en salle de classe, dans leur chambre ou à l'église, pour ceux qui veulent aussi développer leur savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit toute cette beauté, on voit la richesse, plus de 50 salles de classe, comme les téléspectateurs regardent, ces salles adaptées, adéquates, des salles de chimie, des salles électroniques, des salles pour... on a été véritablement bluffés. Parler surtout aux parents qui ont envie d'envoyer leurs enfants faire de très belles études sur la formation, sur l'adéquation en Afrique entre la formation, enfin formation-emploi. C'est très important de permettre aux étudiants qui sortent de votre université de trouver tout de suite un emploi, parce que la formation est un levier essentiel. Alors un dernier mot aux téléspectateurs d'Afrique. Les programmes sont suivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos maquettes de formation sont mises en place par rapport aux besoins qui s'expriment dans la société. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup sur l'adéquation formation-emploi. Nous ne formons pas pour former parce qu'on a peur de générer des chômeurs. Nous construisons le capital humain qui devra servir pour le développement des nations. Donc, les maquettes de formation sont montées en collaboration avec les chefs d'entreprise. Nous tenons des réunions ici là pour voir quels sont les besoins qui s'expriment réellement sur le marché de l'emploi,
en termes de ressources humaines. Et c'est à ce moment-là que nous montons des projets de maquette que nous faisons valider de façon collégiale avec les chefs d'entreprise, qui sont en partenariat avec nous d'ailleurs, qui interviennent aussi dans les formations ici. Et au bout de 5 ans, nous évaluons à nouveau ces maquettes. Si les maquettes ne répondent plus aux besoins de la formation, eh bien, on les ferme et on passe à l'autre maquette. Cette université a été construite dans cet objectif-là. C'est de garder les enfants dans leur famille tout en faisant leurs études. C'est le leitmotiv même. Ici, j'invite les parents à envoyer sereinement leurs enfants et en toute confiance leurs enfants ici. Je pense que le bénéfice est énorme. Le bénéfice financier, qui est très visible, hein. Envoyer un enfant étudier à Paris coûterait plus cher qu'envoyer un enfant étudier à Libreville au Gabon. Le bénéfice est aussi psychologique. Être loin de ses parents, c'est souvent une porte ouverte à tout faire. Être proche de ses parents, je pense qu'on reste dans la ligne éducationnelle de ses parents. Et nous voulons aussi développer l'Afrique. Nous voulons développer l'Afrique. Ça veut dire que nous devons d'abord faire confiance en nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance en l'Europe et vouloir développer l'Afrique. Ça paraîtrait contradictoire. Je pense qu'on doit se faire confiance. Nous devons nous décomplexer. Et je pense qu'en faisant chemin ensemble, doucement, nous irons vers ce développement rêvé. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2023-2024. Tout en souhaitant une très belle fête pour cette CAN à tous les amoureux du football, toutes les équipes africaines se connaissent désormais et savent à qui ils ont affaire pour ce grand rendez-vous footballistique en Côte d'Ivoire, la CAN 2023, qui ouvre les portes, pour ne pas dire, dont le lancement se fera grande pompe le 13 janvier 2024, ici même à Abidjan, tout en souhaitant aussi comme ça tous les attacheurs des deux pays, surtout du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Allez, maintenant de faire de cette fête une véritable fête mondiale au regard des pays du Nord. Je tiens tout simplement à vous remercier, vous qui avez passé votre temps à regarder ce programme d'information politique, économique et surtout aussi touristique. N'oubliez pas les rediffusions sur vos différents médias. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti Eka All Week News en multidiffusion tous les 3 heures. Sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Créolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépac, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.